Bonjour à tous et Hulian Daji, bonne année du tigre, qu'elle vous apporte force et courage et surtout le bonheur, la santé et la joie. Aujourd'hui, nous sommes dans le district de Hongkou. Cet endroit intitulé The Inlet a été transformé en boutique, café, galerie d'art. L'espace comprend 60 maisons en pierre de style Shikumen et 8 maisons autonomes datant du début du XXe siècle. Après 3 ans de rénovation, The Inlet a enfin réouvert ses portes au public. Faisons un petit tour avant de parler des actus. Pour changer, pas de point météo cette fois-ci, mais un point horticulture. Et oui, on se renouvelle. Et désormais, dans le journal débridé, on vous parle de fleurs. Pourquoi pas? La période du Nouvel An chinois coïncide avec l'éclosion des fleurs de prunier. D'ailleurs, vous connaissez le poème Meihua de Wang Anshi? 墙角数枝梅，凌寒独自开，遥知不是雪，唯有暗香来. Cette fleur pousse à la fin de l'hiver et annonce le début du printemps. Je vous rappelle que le Nouvel An chinois se dit aussi Chunjie, la fête du printemps. C'est un brin en avance par rapport au calendrier occidental. On peut admirer les pruniers en fleurs un peu partout, et notamment au jardin botanique de Shanghai. Et comme on a célébré récemment la fête des lanternes, le jardin Yu était particulièrement bien décoré. Je ne vais pas vous reparler du Nouvel An chinois, mais plutôt du Chunwan, le show du Nouvel An de la chaîne nationale CCTV. Voici quelques images de ce show mythique, regardé par des centaines de millions de personnes, et qui fait rêver. Cette danse a fait particulièrement le buzz sur les réseaux sociaux. Elle s'inspire d'une très célèbre peinture, Qianli Jiangshan Tu, panorama des montagnes et des rizières. À défaut de pouvoir circuler librement, on peut s'évader par la pensée. Comment ne pas parler des JO d'hiver à Pékin? Certains athlètes internationaux ont fait la une des réseaux sociaux par leurs performances exceptionnelles. Par exemple, Gu Weilin chinoise et Tesla 2 française, toutes les deux des spécialistes du ski freestyle, ont marqué les esprits. En patinage artistique en couple, le duo français Guillaume Cizeron et Gabriela Papadakis ont touché beaucoup de Chinois par leur grâce et par leur technique. Grâce aux JO, il y a un vrai enthousiasme et une popularisation des sports d'hiver en Chine. Par exemple, à Shanghai, il y a plus de 34 lieux pour skier en intérieur, 14 patinoires et même 3 endroits pour pratiquer le curling. Si, même les Chinois s'y mettent. Le 1er février, le lendemain du Nouvel An chinois, une grosse douche froide pour les supporters de football en Chine. L'équipe de Chine de football a perdu 1-3 contre le Vietnam. C'est une défaite historique et inattendue qui entraîne la non-qualification de la Chine pour la Coupe du Monde au Qatar. En revanche, 5 jours plus tard, l'espoir dans le cœur des Chinois renaît grâce à l'équipe de Chine féminine de football qui a remporté la Coupe d'Asie pour la 9e fois en battant la Corée du Sud 3-2. C'était un match très serré avec le but de la délivrance pour la Chine à la 93e minute. En Chine, on dit que les femmes portent la moitié du ciel. En tout cas, en football, elles remportent des prix. Vous ne sentez pas un truc dans l'air? Les ventes de Luosifen, un mets emblématique connu pour son odeur piquante, ont enregistré une croissance fulgurante en 2021. Ça pue, mais c'est bon apparemment. Ce plat est typique de Liuzhou dans le Guangxi, sud de la Chine. Et les ventes totales de Luosifen ont dépassé 50 milliards de yuan, environ 7,88 milliards de dollars en 2021. Comme quoi, l'argent n'a pas d'odeur. Et d'ailleurs, vous les Français, vous devriez aimer puisque ces pâtes sont faites à base d'escargot. Laissez-moi vous emmener en balade avec Johan Hanomski. Je vous l'avais présenté dans un précédent épisode, vous vous souvenez? L'exposition Dessinée Shanghai, qui a lieu jusqu'au 26 mars, vous emmène dans un Shanghai d'un autre genre. Un Shanghai dessiné par des artistes d'époque et d'horizons variés. De Sam Mao, le vagabond, dans les années 30, jusqu'à la Petite Lue, une Française, que je vous avais également présentée. Une expo qui vaut le détour. On écoute le commissaire de l'exposition, Johan Hanomski. L'idée de l'exposition, elle vient d'une rencontre avec Julia Cho, qui est une productrice d'exposition. Elle sait que je m'intéresse beaucoup à la bande dessinée chinoise. Et donc, on a eu l'idée de faire ça ici au Culture Square. Comme à Shanghai, on a 100 ans de bande dessinée, à peu près,
L'idée, ça a été de parcourir ces 100 années de bande dessinée, mais il fallait un chemin. L'idée, c'est de trouver des dessinateurs fameux, connus, qui ont dessiné Shanghai, que ce soit l'architecture, le style de vie, l'humour, les changements dans la société. Voilà, c'est comme ça qu'on a trouvé le chemin. Pour les auteurs français, Shanghai, c'est la ville moderne, la grande ville moderne de la Chine. Et c'est même la ville du futur. Les dessinateurs chinois, pour eux, ils ont plutôt un regard nostalgique sur Shanghai, sur leur enfance qu'ils ont vécue et les changements de la ville. Pour les Français, c'est vraiment la grande ville moderne. Voilà, c'est tout pour les actus. On passe à la rubrique suivante. May the force be with you. Que la force soit avec toi. You talking to me? C'est à moi que tu parles? I'm gonna make him an offer he can't refuse. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Eh oui, ces répliques cultes du 7e art sont connues de tous. Le cinéma est une source inépuisable pour enrichir notre langage courant. Mais avec le développement des nouveaux médias et des réseaux sociaux, parfois de drôles de phrases telles que « Allô quoi ?» peuvent également séduire la jeunesse. Aujourd'hui, dans Zoom sur le net, je vous montre quelques exemples en chinois de ce phénomène. Commençons avec quelques répliques cultes en chinois. J'ai fait peu d'études, ne me mens pas. Cette phrase est dite par Bruce Lee dans le film La fureur de vaincre de 1972. Elle est devenue populaire qu'en 2014 grâce aux internautes chinois. Aujourd'hui, on constate qu'il existe beaucoup de gifs de cette réplique sur le net. L'expression est souvent utilisée de manière ironique. Yuanfang, ni zhe me kan? Yuanfang, qu'est-ce que t'en penses? Cette phrase est tirée de la série chinoise Détective Di, datant de 2004. Dans cette série, le détective demande souvent l'avis de son bras droit, Li Yuanfang. La jeunesse chinoise a dû trouver cette phrase pertinente et marrante, car depuis 2012, cette manière d'interroger quelqu'un est devenue une façon humoristique de demander le point de vue de quelqu'un. Tang zhe ye zhong qiang. Même allongé, on m'a tiré dessus. L'expression désigne une personne qui subit injustement des dégâts collatéraux sans avoir rien fait. La phrase est tirée du film hongkongais Fight Back to School, datant de 1991, avec le célèbre acteur Stephen Chow. En parlant de ce dernier, une autre phrase qu'il a dit cartonne sur les réseaux sociaux. 做人如果没有梦想，跟咸鱼有什么分别？做人如果没梦想，那跟咸鱼有什么分别啊？ Si un être humain n'a pas de rêve, quelle est la différence entre un poisson salé et un être humain? Cette phrase est tirée du film Shaolin Soccer datant de 2001. D'ailleurs, Stephen Chow a écrit un livre avec pour titre cette célèbre phrase. Cette expression est aujourd'hui utilisée pour encourager les personnes à ne pas abandonner leurs rêves. En 2021, lors d'un interview d'An Li, cette expression «我看不懂，但我大受震撼» je ne comprends pas, mais j'ai été bouleversé, a fait le tour des réseaux sociaux. En fait, dans le documentaire Trespassing Bergman, lorsqu'on lui a demandé de partager son avis au sujet du film La Source d'Ingmar Bergman, l'auteur de Tigre et Dragon a déclaré « Je ne comprends pas, mais j'ai été bouleversé ». I didn't get it. I was just in awe. Aujourd'hui, cette phrase est employée par les internautes pour exprimer l'incrédulité, la confusion et l'étonnement à propos de quelque chose. Pour 2022, les réseaux sociaux chinois nous réservent sûrement de bonnes surprises. En attendant, je vous pose la question. Yuanfang, ni zhe me kan? Ça y est, nous sommes entrés dans Hunian, l'année du tigre. Moi, j'adore le tigre. Mon signe chinois, c'est le chien. Selon l'horoscope chinois, je m'entends super bien avec des personnes qui sont du tigre et du cheval. Enfin, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, je vous raconte quelques histoires sur le tigre. Avant les histoires, voyons d'abord l'évolution du caractère roux-tigre. Selon les premières traces datant de plus de 1000 ans avant Jésus-Christ, l'écriture osekai du roux ressemble vraiment à un tigre, avec sa tête vers le haut, ses rayures, ses pattes à gauche et sa queue vers le bas. Arrivé l'âge du bronze avec son style d'écriture, on voit bien que les rayures ont disparu. Le style sigillaire datant du 5e siècle avant Jésus-Christ montre que l'écriture de ce caractère est bien plus proportionnée et équilibrée, reflétant la transformation inévitable d'image en symbole. Ce caractère qu'on connaît aujourd'hui est issu du style régulier datant de la dynastie Han.
Dans la culture chinoise, le tigre est un symbole de justice, de bravoure et d'invincibilité. Il est considéré comme le roi des animaux, tandis que dans la culture occidentale, c'est plutôt le lion. Le tigre a toujours été vénéré par les Chinois. Comme vous savez, dans notre langue, lorsqu'on veut montrer le respect, on rajoute toujours le caractère lao, vieux, devant. Exemple, le mot professeur, lao shi, littéralement vieux maître. Dans le langage courant, on dit lao hu, vieux tigre, pour lui montrer notre respect. En parlant de lao hu, connaissez-vous la version chinoise des frères Jacques? 两只老虎，两只老虎，跑得快，跑得快，一只没有耳朵，一只没有尾巴，真奇怪，真奇怪。Traduction: deux tigres, ils courent vite, ils courent vite. L'un n'a pas d'oreille, l'autre n'a pas de queue. C'est bizarre, c'est bizarre. Ne me demandez pas pourquoi les frères Jacques sont devenus deux tigres. Eh oui, c'est bizarre, c'est bizarre. Connaissez-vous le mot marou? Ma, cheval, marou, cheval, tigre. C'est un animal? Pas du tout, je vous raconte l'histoire de ce mot. Selon une légende, durant la dynastie Song, un peintre dessinait un tigre quand tout d'un coup, son client est venu lui demander de peindre une image de cheval à la place. Ne voulant pas commencer une nouvelle peinture, l'artiste a simplement ajouté au hasard un corps de cheval sous la tête du tigre. Lorsque le client l'a vu, il a trouvé bizarre et il est parti sans le tableau. De ce fait, le tableau est resté accroché dans le salon familial de l'artiste. Quelques jours plus tard, le fils aîné de l'artiste est venu demander à son père ce que représentait le tableau. L'artiste a répondu « C'est un tigre ». Le fils cadet lui a posé la même question, mais cette fois-ci, son père a dit que c'était un cheval. Plus tard, le fils aîné a vu un cheval. Pensant qu'il s'agissait d'un tigre, il l'a tué. Le père a dû dédommager le propriétaire du cheval. Le fils cadet a vu alors un tigre. Le prenant pour un cheval, il a été tué par le tigre en tentant de le monter. Dès lors, tout le monde appelle le peintre Monsieur Cheval-Tigre. De nos jours, le terme marou est utilisé pour décrire quelqu'un qui est négligent ou une situation qui est pas mal, bof, correcte. D'ailleurs, je suppose que vous avez déjà entendu cette expression ma-ma-rou-rou, qui veut dire comme ci, comme ça. Il existe également de nombreux chengyu avec le tigre. Je vous raconte l'histoire d'un chengyu, hu jia hu wei, hu renard, jia faux, hu tigre. Oui, autorité, puissance. Un jour, un tigre, cherchant à se nourrir, aperçoit un renard. Il saute et l'emprisonne dans ses griffes. Le renard, bien rusé, l'interpelle. « Comment oses-tu? Je suis celui que Dieu a assigné pour régner sur les autres animaux. » Le tigre n'est pas vraiment convaincu par les propos du renard. Ce dernier propose alors au tigre de marcher derrière lui à travers la forêt pour le convaincre. Pendant qu'ils marchent l'un derrière l'autre, tous les animaux prennent peur et s'enfuient à la vue du tigre. Le tigre, ne se doutant de rien, croit le renard et décide de ne pas le manger et de le laisser partir. Cette histoire est connue dans toute la Chine. Le renard rusé utilise le pouvoir du tigre pour effrayer les autres. Mais si le tigre comprenait la malice et le stratagème du renard, il tuerait ce dernier. Aujourd'hui, on utilise cette expression pour décrire quelqu'un qui, via la ruse, utilise la puissance d'autrui à des fins personnelles. Voilà quelques histoires sur le tigre. J'espère que vous avez tout noté et je vous dis à la prochaine. Bonjour, professeur Chen. Comment ça va? Très bien. Et toi? Bonjour, je m'appelle Qian Peixing, je suis originaire de Shanghai et j'ai 67 ans cette année. Je suis professeur à l'Université des études internationales de Shanghai et également interprète et traducteur. Pourquoi tu as choisi d'étudier le français à l'université? C'était à quelle occasion? Comment ça s'est passé? Je ne m'attendais pas du tout à devenir un jour étudiant, et encore moins étudiant de français. J'ai eu la chance de choisir d'entrer, faire mes études universitaires à 22 ans. Et j'ai terminé mon lycée à 18 ans. Et pendant ces 4 années, je travaillais comme apprenti dans une entreprise. J'étais plombier. Et puis, en 1977, la révolution culturelle s'est terminée et les universités réouvert ses portes. Et donc la chance me présentait, je l'ai saisie et en me présentant au concours national. Et j'ai choisi d'étudier le français. Dis-moi, à l'époque, comment on étudiait la langue française à l'université? Oui, à l'époque, on n'avait pas des smartphones, on n'avait pas tous les moyens modernes. On avait
pour une classe de 17 personnes qu'un gros magnétophone avec 2 bandes qui roulent. On entourait le magnétophone pour écouter, prêter une oreille attentive sur le son. En même temps, notre professeur est très pédagogue. Et il nous a dit qu'en 3e année, vous serez plus fort que moi en français. Mais maintenant, vous êtes débutant, vous devez m'écouter. Et sa méthode, c'est de ne pas nous donner le texte. Parce qu'avant, sans texte, on ne peut pas apprendre. Mais lui dit pas de texte. Au lieu de ça, l'enregistrement et les images. Et nous devons regarder les images, écouter les sons et maîtriser le français comme ça. Et c'est qu'il nous a demandé de pratiquer la langue, ce qui est plus difficile. Là, du coup, comme ça, on a passé 4 ans. Il nous interdisait d'utiliser le chinois entre les copains pendant 4 années. Et c'est comme ça, on est obligé de parler le français. Et au bout de 4 ans, inconsciemment, on est devenu plus fort que les autres. Voilà. On n'a pas choisi. Après des études de la langue française en Chine, tu es parti en France. Et raconte-nous un petit peu ton premier voyage, tes premières impressions en France. J'avais une bourse pour étudier en France. Et donc, on m'envoyait en Lorraine, à Nancy, presque la France profonde. Mais ce qui m'a marqué, le contraste est trop fort à l'époque. Tu sais qu'on vient de sortir de la révolution culturelle, où tout était à refaire. Et tandis qu'on arrive en France, c'est un autre monde. J'étais impressionné par la lumière qu'on voit dans les maisons là-bas. Toutes les pièces sont allumées. Et tandis qu'à Shanghai, une grande ville, on n'avait qu'une lampe à la maison. Donc c'est le contraste très fort. Qu'est-ce que la langue française t'a apporté et qu'est-ce que la France t'a apporté? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ça m'a permis de découvrir une vraie France. Et surtout, j'ai eu la chance de vivre chez mon professeur. Et chez eux, j'ai découvert, on peut dire, la valeur française. Le sens de convivialité, le respect des autres, l'esprit de tolérance et l'esprit de la liberté. Il m'a dit, qu'est-ce que c'est que la liberté? Tu peux tout faire sauf tes conneries. Ça c'est très bien dit. Parmi tous les auteurs français que tu as traduits ou tu as lus, est-ce qu'il y a un auteur que tu aimes particulièrement? J'aime vraiment Maupassant. Il a cet art d'utiliser des mots très très simples, mais écrire des phrases qui est particulièrement belle ou très originale. Et donc c'est pour moi un modèle à imiter dans l'écriture. Je conseille toujours à mes étudiants de lire Maupassant. On va parler un petit peu de ton métier. Comment ça se fait que tu es devenu traducteur? C'est quoi le métier de traducteur? Ce qui importe dans une traduction, c'est bien sûr de lutter toujours contre cette langue. Il faut le manipuler pour le faire rentrer dans la moule de la langue chinoise. Parce que sinon, le public ne peut pas l'apprécier. Donc la traduction est toujours un art qui donne beaucoup de regrets. Ce qui me concerne, je n'ai pas fait beaucoup de traductions parce que je n'avais pas beaucoup de temps. J'ai traduit plusieurs livres que je juge intéressants, à commencer par Les pensées de Pascal, Les rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau, Jules Verne, 20 000 lieues sous la mer. Et puis j'ai traduit aussi Anti-mémoire de Malraux. Ensuite, tu es devenu également interprète. Raconte-nous un petit peu la différence entre un traducteur et un interprète. Chacun a sa propre difficulté. Quand on est traducteur, on a le temps devant soi. On peut réfléchir, revenir sur un mot et peaufiner, etc. Tandis que quand on est interprète, on est sur le feu de l'action. On n'a pas le temps de rattraper. On peut toujours dire que voilà, je peux mieux traduire, mais passé, c'est passé. Et c'est pourquoi être interprète, c'est plus exigeant au niveau de la performance. Donc j'ai eu la chance de traduire pour différents acteurs politiques, économiques, culturels, etc. C'est le français qui m'a apporté cette opportunité de découvrir différents talents et différents aspects de ce grand pays. On va parler maintenant de ton autre métier, peut-être ton métier principal, enseignant. Après 40 ans d'enseignement, qu'est-ce que tu constates comme changement ou évolution? Les étudiants des années 80, ils avaient moins de moyens, très peu de matériel, et ils étudiaient mieux que les étudiants actuels à qui il ne manque rien.
Ils ont tout le matériel le plus sophistiqué de communication du monde, mais ils sont moins concentrés. Ils sont toujours distraits, tiraillés par différentes sollicitations. Lorsqu'on veut apprendre une chose, il faut travailler à fond. L'apprentissage d'une langue étrangère, ce n'est pas une question de connaissance, mais de compétence. Quand ils parlent, il ne faut pas qu'ils hésitent et qu'ils trouvent du plaisir dans l'apprentissage. Pour moi, le mot-clé, c'est le plaisir. Si les étudiants n'ont pas de plaisir, rien ne sert de les pousser. Et puis, comme j'ai donné des cours, et puis mon travail a été, je pense, remarqué par le Consulat général de France. Ils m'ont donné cette année cette médaille d'officier du Palme académique. J'en suis très reconnaissant et en même temps fier. Merci beaucoup, professeur Chen. J'ai appris énormément de choses avec toi. Eh bien, j'espère qu'on se verra bientôt. Merci beaucoup d'être venu et puis à bientôt. Salut. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. J'espère que ça vous a plu. Eh bien, nous, on se retrouve dans un mois pour la 24e émission du Journal débridé. Allez, à bientôt.